Au cours de la dernière année, sur le radar des décrypteurs, un phénomène est apparu très clairement. La croissance marquée des plateformes numériques alternatives comme Telegram, Rumble ou Odyssey. Des millions de personnes les ont adoptées au nom d'une plus grande liberté d'expression qui ne serait pas présente sur des plateformes plus conventionnelles comme Facebook, Twitter ou YouTube. Voici une donnée qui illustre bien ce phénomène. La plateforme canadienne d'hébergement vidéo Rumble est passée de 1 600 000 visiteurs par mois en juillet 2020 à 31 900 000 visiteurs par mois au cours du premier trimestre de 2021. Et depuis, on peut présumer que ce chiffre n'a fait qu'augmenter. Donc, Nicolas, ces chaînes-là alternatives, ces réseaux sociaux-là alternatifs ouvrent de nouveaux espaces de liberté, mais ça vient avec la désinformation, du contenu haineux parfois. Avant de parler de leur explosion ou de leur gain de popularité, expliquons ce gain de popularité-là. À quoi on le doit? Bien, j'ai parlé à plusieurs experts en culture numérique puis en extrémisme d'ici et d'ailleurs, donc Québec, États-Unis, là. Et ce qui revient souvent, c'est deux événements. D'abord, le deplatforming de Donald Trump. Deplatforming voulant dire, il n'y a pas d'équivalent français pour ce mot-là, mais ça veut dire enlever les plateformes à quelqu'un. Donc, quand le président Trump s'est fait bannir de Twitter, Facebook, l'an dernier, là, le 6 janvier, après le fameux assaut du Capitole, ça, c'est un événement qui a mené à une migration quand même importante vers ces réseaux-là, mais aussi, en général, le fait que les plateformes modèrent de plus en plus les contenus liés à la COVID-19. Donc, c'était le cas aussi en 2020, mais en 2021, ça a continué, ça a été même peut-être un peu plus intense. Donc, les influenceurs, parfois complotistes, extrémistes, vont chercher un endroit de rechange où ils peuvent publier leur contenu, mais aussi les gens sans plateforme nécessairement cherchent quelque part où aller et ils se rabattent sur ces plateformes alternatives-là qui, rappelons-le, existent depuis longtemps, mais qui ont juste vraiment explosé en popularité dans la dernière année. Donc, essentiellement, le marché pour ces plateformes-là s'est vraiment élargi en 2021 et c'est parce que les plateformes principales voulaient vraiment assainir le contenu qui s'y trouvait. Bien sûr, il y a encore beaucoup de désinformation qui se trouve sur Facebook, Twitter, etc. Et beaucoup de la désinformation sur Facebook, ironiquement, provient de ces plateformes alternatives. Ce sont des vases communicants. Ce sont des vases communicants. On va voir souvent des vidéos, par exemple, de Rumble qui deviennent virales grâce à Facebook. Donc, malgré tout, il y a une communication entre ces plateformes-là. Mais bon, cet écosystème alternatif-là existe. Et un élément important aussi, c'est que le terrain était quand même fertile pour l'explosion des plateformes parce que si on parlait à des experts il y a 3, 4, 5 ans de plateformes alternatives, ils disaient souvent qu'il y a beaucoup d'enjeux techniques liés à ces plateformes-là parce que, bon, c'était pas facile d'utilisation, c'était moyennement fonctionnel, des sites d'hébergement vidéo, ça fonctionnait plus ou moins bien, il y avait beaucoup de ralentissement, alors que maintenant, ces sites-là se sont améliorés du côté technique, ils fonctionnent quand même assez bien comme solution de rechange aux plateformes traditionnelles. C'est pas parfait, mais c'est vraiment meilleur que c'était avant. Donc, clairement, ces plateformes se raffinent techniquement parlant, ce qui est à leur avantage très net, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que c'est à l'avantage d'un influenceur, d'une figure de proue du conspirationnisme nécessairement, de migrer vers ces plateformes-là, d'abandonner les plateformes plus conventionnelles? C'est sûr qu'avant, ce qu'on entendait beaucoup, c'est que ils vont plus avoir accès à un large public sur les plateformes traditionnelles. Donc, pour eux, ça peut causer des grandes pertes financières, par exemple. Il y a eu plusieurs études qui ont indiqué que des gens qui perdaient leur plateforme, comme Milo Yiannopoulos, ne font plus d'argent ou presque une fois qu'ils sont plus sur des plateformes traditionnelles qui permettent une monétisation. Donc, YouTube, par exemple, à chaque X nombre de vues, on peut collecter quelques dollars. Mais ça dépend à qui on demande chez les experts. Donc, il y a Jeremy Blackburn de l'Université Binghamton à New York. Lui, il fait beaucoup de recherches sur l'extrémisme en ligne qui me disait que c'est plus comme avant pour ces influenceurs-là conspirationnistes parce que, le noyau dur de leur public va les suivre sur ces plateformes-là, même si, bon, il y a un public général qui ne sera plus là, mais il y a toutes sortes de moyens alternatifs de se financer. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir des dons par PayPal, etc. On peut aussi être déplatformé de PayPal, c'est possible, mais il y a tout cet écosystème de crypto-monnaie qui existe aussi. Donc, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie sur ces plateformes-là, même si leur public est plus petit. Mais bon, c'est pas tout le monde qui s'entend là-dessus. Il y a Martin Geoffroy, le spécialiste en mouvements extrémistes religieux ou politiques, qui dit, lui, qu'au contraire, c'est vraiment important pour ces influenceurs-là d'avoir une présence sur les réseaux traditionnels parce que ça leur permet
de recruter des nouveaux adeptes. Donc ça, c'est un élément C'est quand vrai. même important. Au-delà des considérations financières, avoir un plus grand public, ça te permet d'élargir de plus en plus le public. Fait que finalement, quand on se fait déplatformer, c'est plus difficile de faire croître son public. C'est plus niché. C'est plus niché. Et il donne l'exemple très concret d'Alexis Cossette-Trudel. Là, on le connaît très bien, cette figure de proue du mouvement QAnon qui a été banni des plateformes fin 2020. Là. Lui, il essaie par tous les moyens de revenir sur des plateformes traditionnelles comme Facebook, Twitter. Tout récemment, il y avait une opération de clonage qui a mené, qui a fait l'objet d'une couverture dans les médias québécois. Il a demandé à tous ses fidèles de se créer ou de modifier le nom de leur compte Twitter pour que ce soit Alexis Cossette-Trudel pour déjouer un peu cette censure-là. Donc, il essaie de faire des coups d'éclat, il essaie d'être invité à des émissions d'autres influenceurs conspirationnistes qui ont encore une plateforme. Donc, dans certains cas, c'est très souhaitable pour eux de maintenir une présence sur la plateforme. Ils ne peuvent pas juste survivre sur les plateformes alternatives. Mais bon, il y a peut-être une différence régionale là-dedans aussi. C'est quand même un expert américain qui me disait qu'ils peuvent survivre sur ces plateformes-là. Ouais. Il y a un plus grand public aux États-Unis qu'ici, donc peut-être que ça dépend aussi de où est-ce qu'ils se trouvent dans le monde. Là. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que ce type de contenu, dans la complosphère, appelons-le comme ça, voyage beaucoup aussi entre le Québec et la France et les autres pays de la francophonie. Ça, c'est important de le noter. Maintenant, Nicolas, si on se tournait vers l'avenir, qu'est-ce qu'on doit surveiller en ce qui concerne ces plateformes alternatives? Il y en a une en particulier qui devrait voir le jour bientôt. Là. Oui, bien Truth Social, ce réseau semblable à Twitter que Donald Trump veut partir à la fin février, selon les informations qu'on a sur l'App Store. On parle du 21 février comme date de lancement. Les experts à qui j'ai parlé ont tous dit on va voir ce qui va arriver avec ça. Ça se peut que ça fasse un coup d'éclat, ça se peut que ça change vraiment la donne dans cet univers de plateformes alternatives-là. On va surveiller ça aux décrypteurs. Mais sinon, il y a aussi tout l'aspect de financement des plateformes qui pourrait venir changer la donne aussi parce que ces plateformes-là, leur financement est un peu nébuleux. On ne sait pas exactement comment qu'elles se financent, mais c'est sûr que si elles veulent faire plus d'argent à l'avenir et qu'elles continuent à s'élargir, bien, ça se peut qu'elles aient besoin de commanditaires et en général, les commanditaires ne veulent pas que leur marque soit associée à du contenu haineux, conspirationniste, quoi que ce soit. Donc, il va falloir de la modération et financer cette modération. Possiblement. Et s'ils modèrent, bien, ils vont s'éloigner de leur objectif original d'offrir une plateforme avec une certaine liberté d'expression, parce que c'est ça, au cœur de tout ça, c'est la liberté de parole, la liberté de dire ce qu'on veut sans modération. Donc, est-ce qu'ils vont rencontrer les mêmes obstacles que les plateformes traditionnelles? Ce sera à voir.